Partons désormais dans le Grand Est, à Monthermé, le 5e de votre classement. Lové dans un méandre de la Meuse, le village n'a pas volé son surnom, la perle des Ardennes. Effectivement, Monthermé est un petit bijou, serti d'un riche patrimoine religieux et social. Chanteuse et musicienne, Flora alias Fishback a grandi dans les Ardennes. Après 3 albums et de nombreuses tournées, l'artiste a décidé il y a 1 an de revenir habiter sur ses terres à Monthermé. C'était plutôt une évidence de choisir Monthermé. Il y a un truc très rassurant, la boucle de Meuse, c'est comme une espèce de grand manteau très confortable, très joli qu'on enroule autour de soi. C'est une terre secrète, oubliée, mais les gens ici sont solidaires, sont fiers d'être ardennais. Accueillie à bras ouverts à Monthermé, Flora y rencontre de plus en plus de monde. Flora, enchantée. Bonjour Julie. À l'instar de Julie, guide conférencière et imbattable sur l'histoire du village. Monthermé, en fait, ça vient de 2 mots latins. Mons, qui veut dire le mont, et Eremus, qui veut dire désert. Parce que quand les premiers habitants sont arrivés sur le secteur, ils se sont trouvés face à cette colline boisée, mais où finalement, il n'y avait pas grand-chose. Il faut attendre le XIIe siècle pour voir naître Monthermé avec l'arrivée d'une communauté religieuse sur la rive droite de la vallée. Des chanoines de l'ordre de Prémontré arrivent et ils vont fonder leur abbaye, donc l'abbaye La Val-Dieu. Alors évidemment, ils priaient, mais également ils avaient mis en place différentes exploitations. Donc on avait l'exploitation de la forêt, on avait des moulins. Et là on peut voir un jardin d'herbes médicinales parce qu'on avait une infirmerie qui permettait de soigner les malades qui venaient à l'abbaye. Derrière ces murs, l'abbaye de La Val-Dieu prend des allures de musée. Une incroyable apothicaire, ancêtre de la pharmacie, a été entièrement reconstituée. Donc en fait, on est à Poudlard ici, quoi. Voilà, c'est là qu'on fabrique les potions. Donc là, on peut retrouver les plantes qu'on trouve dans le jardin médicinal, par exemple la guimauve, le passiflore. Et un petit peu d'absinthe aussi. Voilà. Le monument renferme de nombreux trésors patrimoniaux. Dans l'église abbatiale, ornée de sublimes boiseries, un orgue dont le buffet date du XVIIIe siècle ne laisse pas insensible Flora. C'est vraiment magnifique d'avoir un orgue comme ça dans un village. Il est grandiose. Tu crois que je peux jouer quelques notes? Ah bah avec plaisir. Cité religieuse, Monthermé fut également une importante cité ouvrière. Sa matière première, l'ardoise, dont les carrières foisonnent autour de la Meuse. Au XIXe siècle, plusieurs usines, forges et fonderies font du village une place forte de la métallurgie. Bonjour Alain. Salut Flora, tu vas bien? Fils d'ouvrier, Alain est l'ancien maire de Monthermé. Alain, je me pose une question. C'est que les habitants s'appellent les baraquins et les baraquines. Tu Oui. peux m'expliquer pourquoi? Eh bien écoute, à l'époque, les ouvriers étant logés dans des baraques à proximité de l'usine, pour les gens de l'extérieur, les gens de Monthermé, c'était ceux des baraques. Ceux qui vivent dans les baraques. Ceux qui vivent dans les baraques. Donc ceux des baraques sont devenus les baraquins et les baraquines. Hélas, à la fin du XIXe siècle, les ouvriers baraquins, avec leur maigre salaire, peinent à joindre les 2 bouts. Pour faire face à la vie chère, les ouvriers se sont regroupés et ont créé des coopératives. Ici, à la ménagère, on trouvait de tout. De la quincaillerie, des brouettes, on trouvait tout. Épicerie, laiterie, boulangerie, grâce aux coopératives dont les enseignes sont toujours visibles, les baraquins améliorent leurs conditions de vie. À la ruche, la boulangerie, on avait 1 semaine le pain gratuit. Le slogan à cette époque de grands conflits sociaux, c'était « Travailleurs, unissez-vous ». Et ça reste gravé, on y tient. On y tient. Berceau du syndicalisme ouvrier ardennais, le village n'a rien perdu de ce passé empreint de solidarité. La preuve à la brasserie de Monthermé. Monsieur, bonjour.
Bonjour. Il y a 2 ans, Pascal, boulanger, et Grégory, conducteur de train, ont décidé de s'associer. Dans cet ancien garage, en parallèle de leur métier, ils fabriquent leur propre bière de A à Z. Première étape, des céréales sont versées dans cette cuve d'eau chaude avant d'être brassées. C'est comme un thé. Je vais infuser des céréales maltées, que voilà, qui ont été concassées. Et dis-moi, c'est quoi ce très joli instrument que tu utilises? Ah ça, c'est l'arme du brasseur. C'est un fourquet. Le fourquet va casser les grumeaux. C'est une cuillère trouée, en fait. Il faut vraiment avoir l'ensemble du grain en contact avec l'eau, en fait. Une fois brassée, la bière va être fermentée durant plusieurs semaines sous l'action de la levure. Il y a une phrase dans le brassage qui dit « Le brasseur fait le mou, la levure fait la bière ». Et c'est clairement ça. C'est elle qui va me définir le profil de la bière. Et voilà. Une bière qui se décline ici en plusieurs versions, avec chacune un nom de patois ardennais. Ça parle aux gens du coin. Ils sont toujours fiers de dire « Ah oui, mais moi, je sais ce que ça veut dire ». À Monthermé? À Monthermé, merci d'être venu. Pas le temps de s'attarder pour Flora. Elle a rendez-vous avec Thierry, un baraquin mordu de randonnée. Surplombant le village, la forêt ardennaise grouille de sentiers et de mystérieuses légendes, comme celle de Roque-la-Tour, impressionnant chaos rocheux, aussi appelé le château du diable. Wow. Il y avait un jeune homme qui voulait faire un château pour sa bien-aimée, quoi. Et il n'y arrivait pas tout seul, mais un jour il a rencontré le diable. Le diable? Le diable, oui. Il lui a dit qu'il lui prenait son âme, mais à la place qu'il montait en une nuit un château. Et donc il n'est pas arrivé à monter le château en une nuit. Et donc à l'aurore, il est pris d'une colère terrible. Le diable, il a foutu un coup de sabot dans le château. Et donc maintenant, on a tous les restes ici qui sont là. Donc on est sur les ruines d'un château légendaire. D'un château légendaire. Pas mal. Arrêtez-vous cet été le long de la Meuse pour découvrir les trésors de Monthermé. Commencez par son abbaye, puis arpenter ses anciennes coopératives avant de prendre de la hauteur au légendaire Roque-la-Tour. Merci à ces villages pour leur accueil. Je vous invite à aller les visiter à votre tour. Vous ne serez pas déçus. Il reste 4 villages en lice pour le titre de village préféré des Français 2024. Je suis sûr qu'il y a des cœurs qui commencent à battre la chamade. Alors, sans plus tarder, je vous propose de poursuivre la découverte de votre classement avec les villages qui décrochent la 4e et la 3e place. Direction maintenant Déhay, le village représentant l'outre-mer et qui occupe la 4e place. J'ai eu la chance de me rendre en Guadeloupe, plus précisément à Basse-Terre, pour le visiter. Entouré de collines verdoyantes et baigné par la mer des Caraïbes, ce charmant petit village aux allures de carte postale vous séduira sans aucun doute par son authenticité. Les plages de Basse-Port sont connues pour leur aspect sauvage et préservé. Quant à celles de Déhay, elles font l'unanimité et comptent parmi les plus belles de Guadeloupe. Devant ces immenses étendues de sable doré, la mer des Caraïbes est d'un bleu inégalable. Vous l'avez compris, cet endroit est tout simplement paradisiaque. Je vous propose maintenant d'aller rejoindre Maritza, ma guide du jour, qui m'attend au port de Déhay. Vous me suivez ? Bonjour Maritza. Bonjour Stéphane, bienvenue à Déhay. Merci beaucoup. Quel charmant village, dites donc. Oui. Pourquoi s'appelle-t-il Déhay? Alors Stéphane, cette baie est considérée comme l'endroit le mieux protégé de la côte Caraïbe et qui portait le nom de haie. La haie étant un endroit protégé où on peut facilement faire escale. D'où le nom de Déhay. Et puis, pour la petite histoire, il paraîtrait que Christophe Colomb, en 1493, aurait accosté dans cette baie pour se réapprovisionner en eau. Très bien. Mais il faut dire qu'à cette époque, évidemment, c'était très convoité, cette côte. Il y avait d'ailleurs des flibustiers, des corsaires et toutes sortes de pirates qui ravageaient la mer Caraïbe, non? Oh que oui, et entre le 18e et le début du 19e siècle, les Anglais ont attaqué à plusieurs reprises et pillaient le village. Alors aujourd'hui, je vois un bateau de croisière à l'horizon, là.
Des accueille entre le mois de novembre et le mois d'avril énormément de bateaux de croisière. Des bateaux qui transportent à leur bord 500 passagers maximum pour protéger l'écosystème. Il y a un pélican qui vient de manger un poisson là. Ah ben Pardon. oui, ça c'est collector Stéphane. Je vous propose, Marissa, d'aller voir le village. Eh ben on y va. On c'est y parti. va, allez. Bonjour, bonjour. Elle est jolie la maison. Elle est très jolie. Vous avez fait en sorte de conserver l'architecture, les vieilles maisons. Et oui, effectivement, traditionnellement, en fait, on a des maisons orientées vers le soleil levant Oui. pour qu'elles soient illuminées par le soleil en tout temps. Et nous avions à l'époque des volets en bois. À cause des ouragans et des cyclones, C'est j'imagine. ça, pour protéger des intempéries, avec des hauts vents, Oui. également pour protéger de la pluie et du soleil. Stéphane, est-ce que vous êtes gourmand? Ah, très gourmand. Oh, venez, je vous emmène chez Josie. Josie, ici, c'est une institution et elle fait des gâteaux traditionnels. Ah Regardez. oui. Bonjour Josie. Bonjour Josie. Alors c'est vous qui faites ces gâteaux? Oui, c'est moi. Et ça fait 53 ans que je fais les gâteaux ici parce que ça fait 53 ans que j'habite dans cette maison. Ah. Alors, mon mari m'aide à râper le coco. Ça c'est Alors, le coco la- râpé. La Je leur confiture montre, de je leur- coco, c'est ça. Voilà, voilà. C'est le sirop cuit, sucre de canne, Oui. de l'eau, la vanille. Quand ça commence à bouillir, je verse le coco râpé dedans. Là, c'est le gâteau ananas fait avec cette confiture. Alors, ça c'est la confiture d'ananas Artisanal. artisanale, fait maison. Santé Stéphane. Ça Oh sent là là. bon. Oh là là là. Un régal. Voilà. Alors moi je veux goûter. Alors, C'est exquis. Merci beaucoup. À quelques pas de la maison de Josie se dresse la charmante église Saint-Pierre et Saint-Paul. Endommagée par l'ouragan Hugo en 1989, elle a été depuis entièrement refaite et dotée d'une impressionnante charpente en coque de bateau renversé. Et pourquoi il y a autant de monde devant le presbytère? alors Stéphane, DA a la chance depuis 2011 d'être le lieu principal de tournage de la série policière franco-britannique Meurtre au paradis. Ah oui, ça Donc, cartonne. Ça cartonne en Angleterre où Oui. c'est diffusé sur BBC One et ça cartonne aussi sur France 2. Et vous avez comme ça des touristes qui viennent pour visiter le commissariat d'Honoré dans la Ah oui. série. Et ça, c'est l'ancien presbytère, C'est donc l'ancien transformé presbytère, en lieu de décor pour le film. Exactement. Et puis, souvent, ils tournent aussi chez l'habitant. Et Ah les Déisiens jouent comme ça les figurants. En fait, on aime dire qu'à DA, on est tous des stars, Stéphane. Ah, je reconnais, reconnaissez regardez. Ben, ah oui, asseyez-vous, ah oui, Stéphane. oui. Ah ben voilà. Alors, je suis dans le décor. C'est incroyable, tout est... C'est tout dingue, est- hein? Ah oui, c'est dingue. Ah, c'est fascinant. C'est Très fascinant. bien. Mais il y a un monde fou, vous avez vu ça? Allez, je vous emmène en garde à Allez, vue, en garde à Stéphane. vue, allez, On va en garde à vue. venez. C'est gentil de me mettre en garde à vue, mais... Ah non, vous n'allez pas m'enfermer. Je vais être comment- votre avocate, Stéphane. Oui, c'est vrai, vous êtes avocate. Allez, on continue la visite. Allez. Je m'amuse énormément à être dans le décor de la série. Je vous Ça, c'est- propose un peu de fraîcheur à présent. Est-ce qu'on n'irait pas au jardin Botanique, Oui, on y va. Situé sur les hauteurs de Déhay, le luxuriant jardin botanique, dont la réputation dépasse largement les frontières du village, renferme plus d'1 millier d'espèces de plantes tropicales ainsi que de nombreux arbres remarquables. Première étape incontournable de la visite, le bassin des carpes koi, une variété de poissons japonais particulièrement voraces. Ah, vous avez vu? Magnifique. C'est beau. Alors, Ah, mais moi, j'adore venir ici. je comprends. Vraiment, vraiment. Cet endroit n'a pas toujours été le jardin botanique que l'on connaît actuellement. Il faut savoir que Coluche est tombé littéralement amoureux de Déhay, allant jusqu'à acheter 7 hectares de terre. Alors au départ, il y avait juste une bicoque en fait sur cet emplacement-là, où Coluche passait son temps entre farniente et fiesta avec ses amis. Et un an avant sa mort, il va demander à son ami Michel Gaillard d'arborer l'endroit.
Et puis à son décès, quelques années après, Michel Gaillard va en faire le jardin botanique et floral que l'on connaît actuellement. Ah, bonjour Jean-Marc. Stéphane, Bonjour je vous Jean-Marc, présente. bonjour. C'est Stéphane vous est le jardinier en chef. Tout à fait, avec 4 autres jardiniers, on s'en occupe. Le jardin, c'est mon bébé. Mais alors là, je suis sous un arbre extraordinaire. C'est quoi cet arbre, Jean-Marc? Ce palmier-là, on appelle talipo. Un talipo. Voilà, le seul palmier dans le monde qui fleurit, après ça, il meurt. Il faut attendre 80 années, il fait ses fleurs, et après ça, il fait des graines, après ça, petit à petit, il commence à mourir. On continue la visite avec vous, Jean-Marc. Il n'y a pas de souci. On y Qu'est-ce va, que vous me Stéphane montrez comme arbre? Je vais vous montrer l'arbre du voyageur. Quel beau nom, l'arbre du voyageur. Dites-moi, Jean-Marc, Oui, je crois que vous avez bien connu Coluche, vous. tout à fait. Moi, j'ai connu Coluche quand j'avais 12 ans. J'étais à l'école toujours. Je venais ici ramasser des feuilles pour Coluche. Et en même temps, il nous donnait un petit monnaie pour comment apprendre à travailler. Et Vous êtes devenu jardinier. jardinier. Alors, il est là, l'arbre du voyageur. Ouais, tout à fait. Mais pourquoi ça s'appelle l'arbre du voyageur? Tu vas en forêt, Oui. la rivière ne coule pas, tu as soif, tu veux boire de l'eau. Et tu vois cet arbre-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, je le découpe. Je veux voir. Il suffit de tirer carrément. Et cette eau-là, on peut le boire. Si on a soif, la rivière ne coule pas, on veut boire de l'eau, on peut boire ça. Cette eau-là, il est pur. Vous avez vu, c'est magique, Stéphane. C'est incroyable. Naturel. Ouais. Mais merci beaucoup pour votre visite. J'ai beaucoup appris avec vous, Jean-Marc. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Décidément, Deshaies regorge de nombreux trésors. Caché derrière la somptueuse plage de Grande-Anse se trouve un endroit magique, l'étang Mitant. Cette étendue d'eau douce d'une superficie de près de 50 hectares renferme une faune et une flore extraordinaires. Mangroves, palétuviers, forêts marécageuses ou encore palmiers royaux sont à découvrir lors d'une balade en kayak inoubliable. De retour au cœur du village, nous sommes attendus pour une petite fête au son du guoka. Cette expression artistique qui allie danse traditionnelle et chant en créole est indissociable de l'identité guadeloupéenne. Le guoka est d'ailleurs inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2014. Je ne sais pas danser, moi. Comment ça se danse? Comme elle. Bon, on est bien ici, hein. On n'a pas envie de partir, on est bien. C'est chaleureux, c'est sympathique. Et merci à vous, Marissa. Vous avez été une guide parfaite. J'ai adoré visiter Deshaies avec vous. Avec plaisir. J'aimerais remercier tout le monde. Merci pour votre accueil. Merci à tous. Si comme moi, vous vous rendez à Deshaies, prenez le temps de profiter de ces plages paradisiaques. Promenez-vous dans son verdoyant jardin botanique et enfin, partez explorer la faune et la flore de l'étang Mitant. Je vous invite à me suivre maintenant en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir le village que vous avez classé en 3e position. Villeréal est une bastide médiévale remarquablement préservée avec ses maisons à pans de bois, ses arcades et ses charmants jardins clos. Avec 150 commerces pour 1300 habitants, Villeréal est un bourg particulièrement actif qui vit toute l'année. C'est ce qui a séduit Nicolas. Avec son compagnon et sa meilleure amie, ce jeune entrepreneur a repris un hôtel-restaurant au cœur du village. Il y avait vraiment cette économie, ce commerce existant en fait, qui nous a beaucoup attirés. Tout est là, au centre même de Villeréal, avec en plus de ça une ambiance propre au village, avec un respect des traditions qui dure et qui perdure. Et cette nouvelle justement génération qui arrive, c'est que des ingrédients qui réunissent au final tout ce qu'il faut pour faire une recette extraordinaire. Pour comprendre le dynamisme du village, il faut remonter à sa fondation en 1267 par Alphonse de Poitiers, le frère du roi Saint-Louis. Villeréal est l'une des 4 bastides qu'il fait bâtir pour peupler cette région reculée du sud-ouest. L'église Notre-Dame est le bâtiment le plus ancien. C'est là que Nicolas a rendez-vous avec Jean-Paul, l'historien du village. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Nicolas.
C'est plaisir de se retrouver avec vous devant le plus haut bâtiment de Villeréal quand même. Absolument. C'est une église fortifiée avec des tours carrées, des contreforts et un balcon qui sert de poste de guet. Voilà. Magnifique. Jean-Paul, c'est quoi une bastide exactement? Une bastide, c'est une ville nouvelle, sur un modèle très simple. Au centre, la halle, sur le côté, l'église, des rues à angle droit, une place entourée d'arcades. Et on dit aux gens, venez à Villeréal vous installer, on vous donne un lot pour bâtir votre maison, un lot pour faire votre jardin, et surtout on va leur donner des droits et des privilèges. Qui fait de paysans qui étaient sous la tutelle féodale, on va en faire des citoyens libres. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. La raison d'être de la Bastide de Villeréal, c'est le commerce. Bâtie au XVIe siècle, la grande halle de 30 mètres de côté est le centre névralgique du village. C'est un monument assez exceptionnel. Il y a peu de halles médiévales avec un étage qui soit entièrement en bois. Les jours de marché sont fixés le samedi dès la création de la Bastide. L'intérêt pour les fondateurs, c'est d'en retirer de la richesse. Donc de faire payer à ceux qui produisent, qui vendent, d'en retirer une taxe. La halle, c'est aussi le lieu de l'exercice du pouvoir politique. C'est en effet à l'étage que se réunissaient les consuls, les élus de la Bastide. Le conseil municipal ne siège plus à l'étage de la halle et vous allez voir qu'aujourd'hui, sa fonction est des plus inattendues. Et on retrouve Sébastien Morez pour ce nouveau week-end de football avec la 20e. Et oui, la halle abrite désormais un studio de radio. C'est Jean-Paul qui est à l'origine de cette belle aventure humaine. Il y a 40 ans, passionné par la vie de son village, il a créé Radio 4, un média local qui diffuse dans tout le Lot-et-Garonne, mais aussi en Dordogne. Pierre Anthony, le fils de Jean-Paul, a aujourd'hui repris le flambeau. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'info locale, tout ce qui fait l'information de proximité, tout ce qui fait la vie de notre territoire. Qu'on referme ce journal, qu'on vous souhaite une très belle journée. La radio est écoutée par plus de 20 000 auditeurs par mois, un succès dont Jean-Paul peut être fier. La radio, depuis 40 ans, elle crée du lien. C'est une réalité. Les gens viennent pas simplement pour l'écouter, ils viennent aussi pour dire des choses et pour que les autres les écoutent. C'est pour ça que ça fonctionne. L'autre fierté des Villeréalais, c'est l'hippodrome, fondé à la fin du 19e siècle. Une piste en sable de 900 mètres réservée aux trotteurs. C'est l'une des plus réputées de la région. Si vous êtes de passage cet été, vous pourrez assister en famille à l'une des 6 réunions de courses programmées en nocturne. Lors de votre venue, ne passez pas à côté du fameux marché du samedi. C'est le temps fort de la semaine à Villeréal. Nicolas et sa chef Anaïs y ont leurs habitudes. Bon, qu'est-ce que tu vas nous acheter de bon aujourd'hui? Des asperges blanches. T'as besoin d'autre chose pour préparer ce bon plat? Quelques courgettes, très sympa. Salut, ça va? Ça va. L'occasion de goûter les produits de l'agriculture lot-et-garonnaise, riche et diversifiée. Ben, tu sais quoi, on va en prendre. Oui. Hey, salut Virginie. Comment ça va? Ça va bien. Tu vas bien? T'as vu, il y a du monde, on est bien. On est bien, en plus toi t'as le bon emplacement, t'es sous la halle. Ah moi je suis au meilleur emplacement. Et Villeréal, je trouve qu'il y a une vie quand même assez particulière. Alors Villeréal, c'est le marché qui tourne le mieux à l'année. C'est celui qui est le plus actif, le plus animé. Voilà, moi c'est mon préféré aussi. À la fin du marché, c'est toujours à la terrasse de l'ancien dancing du village que l'on se retrouve pour partager un moment de convivialité dont les Villeréalais ont le secret. Ah, on était attendus à ce que je vois. Oui, ça va? Ah ben en pleine forme, la chef a fait son petit marché. C'est un plaisir d'être tous ensemble, se retrouver le samedi au marché, de boire un petit verre, d'aller manger après à droite à gauche. C'est là que c'est fou quand les étrangers ou les gens qui ne sont pas d'ici viennent à Villeréal. C'est vraiment cette sensation de « Ah mais vous avez vraiment un village super sympa, ça a l'air vraiment hyper agréable à vivre. » Non mais de toute façon, Villeréal, on peut en dire ce qu'on veut. Comme quoi, ça ne se parle pas, ça se vit. Voilà, ça se ressent, il y a une âme.
Si vous aussi vous visitez Villeréal cet été, faites un tour à l'hippodrome pour encourager les trotteurs. Poussez la porte de l'église Notre-Dame et baladez-vous entre les étals de l'incontournable marché du samedi. Encore 2 magnifiques villages comme on les aime. Merci à eux pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Je suis à présent en compagnie de Jean et d'Anne-Laure, les propriétaires du magnifique château d'Esquelbecq que j'avais eu la chance de visiter l'année dernière. Je salue également Ahmed, le régisseur du château. Alors, racontez-moi tous les trois, comment est-ce que vous avez vécu la victoire d'Esquelbecq l'année dernière? Vous avez ressenti un impact sur le nombre de visiteurs? Oui, le nombre de visiteurs a été multiplié par 3 après la diffusion de l'émission. Et on a un public aussi plus varié, des gens venus de plus loin, de l'étranger même parfois, et puis plus de familles, plus de jeunes. Ah, c'est bien. En fait, il existe un lien très fort entre le village et le château, non? Oui, le château a été fermé pendant 35 ans suite à l'effondrement de son donjon sur l'une de ses ailes. Et donc, c'est très symbolique et très bien pour tout le monde ici qu'il revive, que son jardin soit entretenu et refleurisse, que les portes soient à nouveau ouvertes. Et c'est vrai que vous avez accompli un travail incroyable. J'imagine qu'il y a toute une équipe autour de vous qui fait revivre le château d'Esquelbecq, non? Une équipe interne, des entreprises qui nous aident également. Et on est vraiment sur des gros chantiers, comme en ce moment le chantier de restauration des douves ou des menuiseries. Et on essaye de faire coïncider ces travaux avec notre avancée pour ouvrir ce château plus largement au public. Et vous, Ahmed, racontez-moi comment vous avez vécu cette année. Bon, ça nous a demandé de nous améliorer et de nous perfectionner. Et perso, je tenais à remercier Didier Roussel, notre maire. Ah, il a toujours cru. Il a toujours cru aux potentialités du village et au projet du château. Il a toujours suivi. Alors dites-moi, le village s'est amélioré depuis 1 an. Ah oui, Vous formidable. avez vu des changements Que aussi. du bonheur au village. Alors, Jean, vous avez lancé une chaîne YouTube qui suit pas à pas justement à la fois les travaux, l'évolution du château. Vous partagez avec le public toutes vos expériences. On essaye de faire partager notre aventure. Anne-Laure filme et elle nous suit. On essaye d'enregistrer finalement la mémoire de cette réhabilitation du château. Mais écoutez, merci à tous les trois et encore bravo pour tout le travail et à toute l'équipe et l'énergie que vous engagez dans la restauration du château d'Esquelbecq. Depuis la toute première édition de l'émission en 2012, 12 villages ont décroché le titre tant convoité de village préféré des Français. Avant de vous révéler le nom du 13e lauréat, je vous propose de voir ou de revoir quelques images de ces villages. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Ils ne sont plus que 2 ce soir à être en lice pour le titre de village préféré des Français 2024. Je retrouve Didier Roussel, le maire d'Esquelbecq. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Stéphane. Nous étions rencontrés l'année dernière à Bergheim, puisque je vous y avais annoncé la victoire d'Esquelbecq. Alors, comment ça s'est passé le soir de la diffusion? Ça a été un feu d'artifice d'émotion, j'imagine. Un super moment multigénérationnel quand vous avez annoncé Esquelbecq est gagnant. Donc la soirée a été très longue. Très longue. Comment vous et les Esquelbecquois, vous avez vécu cette année comme village préféré des Français?
Je pense qu'on a eu une année un peu atypique, un peu extraordinaire. On a vraiment essayé d'être à la hauteur pour accueillir les nombreux touristes. Je vois derrière nous la plaque village préféré des Français qui a été apposée sur le mur de l'Office du tourisme. Les visiteurs sont nombreux à venir l'admirer, la prendre en photo. Oui, il y a beaucoup qui la touchent, on doit la nettoyer régulièrement. et on en a fait une deuxième assez rapidement qu'on a mis à l'entrée de la mairie. Vous êtes le seul village à avoir 2 plaques, c'est pas mal. Voilà. Bravo. Vous le savez, monsieur le maire, c'est la tradition. La Poste édite une très belle série de timbres de collection estampillés village préféré des Français. C'est à votre tour, après Bergame l'année dernière, de recevoir ce timbre. Eh bien, je suis très heureux de vous remettre cette escarboucle, voilà, à l'effigie de votre village. Ce timbre qui va faire voyager Esquelbecq à travers le monde est émis à 900 000 exemplaires. Il sera vendu en avant-première les 12 et 13 juillet à Esquelbecq et à Paris, puis à partir du 15 juillet dans tous les bureaux de poste. Ils ne sont plus que 2 à prétendre au titre de village préféré des Français 2024. Je vous propose sans plus tarder de les découvrir sans connaître leur classement, bien sûr. Et on se retrouve juste après, en présence des maires de ces 2 villages, pour le dénouement de cette soirée. Cap sur le pays catalan, à l'extrême sud de la région Occitanie, pour découvrir Collioure. D'un côté, les contreforts des Pyrénées, de l'autre, l'eau bleue de la Méditerranée. Collioure mérite son surnom de perle de la Côte Vermeille. Avec ses ruelles colorées et sa douceur de vivre, cet ancien port de pêche a su garder une authenticité toute catalane. Jean-Paul est un enfant de Collioure. Aujourd'hui retraité, il cultive toujours la vigne familiale et se passionne pour la vie et les traditions de son village. Collioure, c'est toute une histoire. Il y a la mentalité, il y a le catalan, puis il y a tout ce qui va autour, les fêtes, les traditions. Collioure a une âme, il faut la garder et la faire partager aussi. Sur le port, Jean-Paul a rendez-vous avec Juliette, guide à l'Office du tourisme, pour une balade dans le Mouret, le plus ancien quartier de Collioure. Ah, ça grimpe. Ah oui. Alors ça, ce sont les vieilles maisons de pêcheurs. Oui, tout à fait. C'est là où vivaient les pêcheurs. Alors, bon, les maisons sont un petit peu particulières. Elles sont vraiment très étroites, plutôt en hauteur. Donc, il y avait plusieurs niveaux, les caves en bas, la vie quotidienne au milieu. Et puis, là-haut, les greniers, là où ils stockaient, en fait, les matériels de pêche. Et puis, elles ont toujours été très colorées, ces maisons. Du jaune, du bleu, du rose, ça fait vraiment la beauté du quartier. C'est ce qui fait le charme de ces ruelles. Tout à fait. Les maisons colorées et les ruelles fleuries du quartier du Mouret ont séduit de nombreux artistes. Parmi eux, Henri Matisse. Il succombe au charme de Collioure à l'été 1905. Il va utiliser vraiment la couleur au centre de ses tableaux. C'est de la couleur pure, vive, et c'est tout nouveau. En fait, il révolutionne vraiment l'art du XXe siècle. Ouais. Et puis, Derain le rejoint un petit peu plus tard, en juillet, et tous les deux, ils font un travail colossal durant ces 2 mois d'été. Ils peignent énormément de toiles, une trentaine chacun. Cette nouvelle manière de peindre, née à Collioure, prendra le nom de fauvisme. Donc à ce moment-là, Collioure devient la cité des peintres. Et oui, tout à fait, ça a une grosse influence. Et puis justement, toujours aujourd'hui, on parle d'un quartier des peintres où il y a toujours beaucoup de galeries d'art et d'artistes qui exposent. Le charme de ces ruelles contraste avec l'aspect massif du château royal de Collioure. Construit par les rois de Majorque au XIIIe siècle, il symbolise l'importance stratégique du village à la frontière entre la France et l'Espagne. Un lieu chargé d'histoire qui accueille 150 000 visiteurs par an et qui offre des points de vue spectaculaires sur le village et la Méditerranée. C'est au pied de l'édifice que sont amarrées les sardinales, ces fameuses barques catalanes qui font la fierté des Colliourins. Nous faire forcer un peu. Si je peux t'aider. On va transpirer un peu. Avec plaisir. Jean-Paul a rejoint Richard à bord de Notre-Dame de la Consolation, une barque construite en 1913 et magnifiquement restaurée. C'est vraiment le sardinal traditionnel qui fait 11 mètres,
qui était la barque vraiment emblématique de toute notre côte rocheuse. Hein. Avec une sacrée voile. Hein. 70 mètres carrés de voile, avec la fameuse voile latine, hein, voile triangulaire. Hein. Alors Richard, à l'époque de ces barques, il y en avait partout, sur toutes les plages à Collioure. Hein. En fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait plus de 120 bateaux qui étaient armés. À la pêche, à l'anchois, à la sardine, au poisson bleu. Il y avait plusieurs chantiers aussi à Collioure qui les construisaient, qui les réparaient. Et il y avait des tonneliers, il y avait des saleurs, il y avait des gens qui faisaient le conditionnement des anchois. C'était une véritable industrie. Et ça fait partie de Collioure. Hein. C'est Collioure. Si l'industrie de la pêche à Collioure a décliné dans les années 60, le village a su conserver un savoir-faire ancestral, la préparation de l'anchois au sel. Cela fait 150 ans qu'on le pratique dans l'atelier de la maison Roch. Florent représente la 4e génération de saleurs d'anchois. Donc Jean-Paul, là, tu es dans l'ancien atelier de fabrication. On est en train de fileter l'anchois qui a passé 200 jours de maturation dans le sel, à prendre tout son goût et sa saveur, avec la même méthode de fabrication qu'on avait au Moyen-Âge. Ben, ça a l'air très facile à première vue, mais je pense que c'est un travail très délicat. Alors, c'est un travail de précision qu'on apprend quand on arrive. L'anchois, en fait, il faut le gratter sur le dos pour l'ouvrir. Donc, c'est la façon de ne pas casser les filets. Donc, on se fie à la dorsale, on tire, hop, ça laisse un petit trou. Et là, on va passer l'ongle. On va avoir un filet et on retire l'arête. Hein. Voilà, et là, on a les 2 filets. Ben, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà, mais ça se fait bien. Voilà le savoir-faire. Hein. Pour déguster l'anchois à la mode de Collioure, on l'accompagne de poivrons grillés et d'œufs durs. C'est une tuerie. Et vive l'anchois. Et vive Collioure. Voilà. C'est en musique que se termine notre escapade à Collioure. L'anchois est bien sûr à l'honneur de cette fête sur la place du village, tout comme la sardane, une danse traditionnelle catalane. L'occasion de goûter à la convivialité naturelle des Colliourinques. Les fêtes à Collioure se terminent toujours dans la joie, la gaieté et la musique. Vive Collioure! Vive Collioure! Et voilà, alors soyez les bienvenus chez nous et à bientôt. Si vous passez par Collioure, baladez-vous dans le quartier du Mouret sur les pas d'Henri Matisse. Allez goûter quelques anchois au sel. Et enfin, délectez-vous de l'incroyable vue sur la Méditerranée depuis l'impressionnant château royal. Je vous emmène maintenant sur le littoral de la Manche, dans la région des Hauts-de-France, découvrir une station balnéaire au charme irrésistible. Avec son immense plage de galets et ses élégantes villas Belle Époque, Mers-les-Bains ne devrait pas vous laisser indifférent. Au sommet de sa haute falaise de craie, l'imposant Notre-Dame des Flots, comme la surnomment affectueusement les Mersois, veille sur le village depuis 1878. C'est sans conteste au pied de cette dernière que vous aurez la plus belle vue sur Mers-les-Bains, nichée entre mer et campagne. Mais c'est un peu plus bas sur la plage que m'a donné rendez-vous Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Pour me faire découvrir son village. On dit que tous ceux qui découvrent Mers-les-Bains tombent amoureux. Ça a été votre cas, non? C'est exactement mon cas. Je suis arrivé par les hauteurs de cette falaise il y a tout juste 20 ans. Oui. Et quand j'ai vu ce panorama, ça a été un coup de foudre. Et j'ai eu le désir de m'y installer. Alors ce qui est bien, c'est que le temps est très changeant. Même les jours où il fait moins beau, immédiatement le soleil apparaît. Et c'est ce qui a beaucoup plu aux impressionnistes. La couleur de l'eau. Mais c'est incroyable, regardez. Elle a du vert, elle a du ocre, elle a du gris. Elle a même une couleur caraïbe en été. Cette plage de Mers-les-Bains a toujours eu un rôle important. Ça a même changé le destin du village. Tout à fait. À l'origine, ça s'appelait uniquement Mers. Oui. C'était un petit village de quelques pêcheurs à pied et des propriétaires terriens. En 1872, il y a la première ligne de chemin de fer, Paris-Le Tréport-Mers. C'est la grande bourgeoisie parisienne et puis les villes du nord de la France qui vont s'installer ici 3 mois dans les grandes villas. À l'origine, on ne se baignait pas. C'est à Brighton, en face, en Angleterre, que le prince de Galles va développer des bains thérapeutiques. Et c'est la comtesse de Berry qui va ramener ça en France. Moi, ce que je préfère ici à Mers-les-Bains,
Eh ben, c'est le vent. On surfe à Mers-les-Bains, on a Ah une oui. école de voile, il y a des surfeurs, du kitesurf. Vous m'avez parlé de cette très jolie villa du 19e siècle. Eh bien, j'ai justement rendez-vous avec Ricardo qui va m'en dire un peu plus. À tout à l'heure. Merci Mathieu. À tout à l'heure Stéphane. Avec la mode des bains de mer et un important afflux de vacanciers dans le village de Mers-les-Bains, industriels, aristocrates ou encore riches bourgeois ne tardent pas à faire construire ici leur résidence secondaire. Problème, le front de mer n'est pas extensible. Bonjour Ricardo. Alors, expliquez-moi une première chose. Pourquoi est-ce qu'elles sont si étroites et si hautes, ces maisons? Tellement la ville avait gagné en attrait avec la mode des bains de mer, beaucoup de propriétaires sollicitent d'avoir un emplacement. Et c'est l'idée qu'ils ont trouvée, donc de construire très haut et très étroit. Très étroit. C'est ce qu'on appelle des villas anglo-normandes. Tout à fait, notamment par l'emploi des bow windows. L'idée, c'est d'avoir une avancée pour pouvoir voir la mer. Alors les noms Miarca, Lambardé, Miramar, ces noms sont restés les mêmes depuis l'origine? Oui, vous avez par exemple un propriétaire qui, pour rendre hommage à son épouse, lui donne son nom. Vous allez avoir aussi beaucoup d'œuvres musicales, comme Rigoletto, comme Carmen. Les tubes de l'époque. Elles sont protégées et donc elles gardent leur physionomie d'autrefois. Voilà, tout à fait. Elles sont classées donc en site patrimonial remarquable. Ah oui. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas peindre comme on veut, on ne peut pas mettre de volets roulants, on ne peut pas mettre de PVC. Alors Stéphane, moi je tenais à vous montrer cette rue avec des villas vraiment les plus folles au niveau architectural. Là je vous présente par exemple une villa signée par l'architecte parisien Édouard Niermans. Ah, c'est celui qui a fait le Moulin Rouge et l'hôtel Negresco à Nice par exemple. Tout à fait. C'est une villa jumelle, symétriquement opposée. Il dédie chacune des villas à un de ses enfants. Ah oui, Yann et Elena, ah oui. On sent bien qu'il y a une sorte de surenchère dans cette ville. On a de l'argent et on veut le montrer. Et on essaie d'avoir la plus belle façade par rapport aux voisins. Alors ici, je vous présente Bonabri, qui est surnommée la villa zoomorphe. Oui, parce qu'il y a des animaux partout. Je vois par exemple un bec de canard. Et vous avez aussi des têtes de léopard. Ah oui, des têtes. Ah oui, rappel. absolument. Alors là, il y a une autre villa jumelle. La lune et le soleil. Et au milieu, une séparation un petit peu humoristique, le dieu Éole. Ah oui, le vent. Ça tombe très bien aujourd'hui Ah d'ailleurs. oui. Merci Ricardo pour cette découverte passionnante des villas de Mers-les-Bains. Je vais à présent me mettre un peu à l'abri du vent et retrouver Marie-Hélène qui est restauratrice. Elle va m'initier à la préparation d'une spécialité de la région, la fameuse ficelle picarde. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Stéphane. Racontez-moi l'histoire de la ficelle picarde. C'est vraiment le plat traditionnel. Oui, c'est un cuisinier, Marcel Lefebvre, qui l'a inventé dans les années 50 lors de la foire exposition d'Amiens. Oui. Et ça devait être servi à des notables de la région. Et ça a été très apprécié. Alors, on a besoin de quoi? Une crêpe ordinaire. C'est une crêpe ordinaire. D'une duxelle de champignons, donc Donc, faite à base d'échalotes bien ciselées, bien cuites au beurre. Alors moi, j'ajoute toujours un petit peu de crème fraîche, sel, poivre. Oui. Alors, Voilà. donc vous allez disposer une tranche de jambon, ou alors bien au milieu, voilà. comme ça. Ensuite, Voilà. je prends Là, ma duxelle. Voilà. Après, il faut la rouler. Oui, bien serrée. Voilà. C'est parfait. Un peu de crème fraîche dessus, parce qu'il faut que ça soit encore plus gourmand. Ah oui. Et maintenant, je mets du râpé. Un peu d'emmental râpé. Et là, je mets dans le four. Dans le On four. enfile là dans le four. Et voilà. Bon, ben, il y en a déjà une de prête, une qu'on va pouvoir goûter. Je ne laisserai pas ma part. Hein. Non? Non, mais c'est très très bon. C'est parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je vais continuer ma balade. D'accord. Dans Mers-les-Bains. D'accord. Merci. Bravo! Bravo! Quelle ambiance, Mathieu! Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens en costume. C'est la racontez-moi. fête des baigneurs. La fête C'est des la baigneurs. plus ancienne fête de Mers-les-Bains. Elle date de 1898. Elle était tombée en désuétude et la mairie, en 2002, l'a fait ressusciter. Ah oui? Et tous les étés, le dernier week-end du mois de juillet, tous les Mersois, tous les touristes se déguisent en tenue belle époque. Et il y a également le bain en tenue de l'époque.
Merci Mathieu d'avoir été Merci mon guide. Stéphane. Merci à tous. Et vive Mers-les-Bains. Bravo. Lors de votre passage à Mers-les-Bains, grimpez en haut de la falaise de Cray pour profiter de la vue sur le village. Promenez-vous sur sa belle plage de galets et partez à la découverte de ces villas de bord de mer, plus belles les unes que les autres. Deux superbes villages sont encore en finale cette année. Dans quelques instants, vous découvrirez qui de Mers-les-Bains ou de Collioure sera le village préféré des Français 2024. Mais avant de retrouver les maires finalistes, j'aimerais vous dévoiler en exclusivité les 14 monuments sélectionnés cette année pour concourir au titre de monument préféré des Français 2024. Cette année encore, vous avez pu voter pour choisir le monument qui représentera votre région et vous avez été extrêmement nombreux à le faire. Merci à tous pour votre participation. Voici donc les 14 monuments sélectionnés. Vous pourrez soutenir ces 14 finalistes dès demain sur le site de France Télévisions et je vous donne rendez-vous à la rentrée lors des 41e Journées européennes du patrimoine pour connaître le nom du monument qui succédera au magnifique château fort de Sedan. Vous le voyez, je me trouve à présent dans l'enceinte du château d'Esquelbecq, derrière les grilles, à l'abri donc des regards, car le grand moment est arrivé. Je vais rejoindre maintenant les deux maires finalistes pour leur annoncer le nom du village préféré des Français 2024. Bonsoir à tous les deux. Guy Liobet, vous êtes le maire de Collioure, n'est-ce pas, dans les Pyrénées-Orientales. Et Michel Delpine, vous êtes le maire de Mers-les-Bains, dans le département de la Somme. Merci infiniment d'être tous les deux avec nous ce soir. J'ai gardé Didier Roussel, qui est le maître des lieux, en quelque sorte. Ouais. Alors, une première question à tous les deux. Est-ce que vous vous attendiez à faire partie des finalistes? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. La France est très belle, il y a beaucoup de villages très beaux, donc non, pas du tout, honnêtement. Je dirais que c'est une double belle surprise. Déjà d'avoir été sélectionné parmi les 14 et de nous retrouver tous les deux ici ce soir. Oui. Comment vous vous sentez tous les deux? Vous êtes un peu nerveux? Très bien. Ça va bien. Tout va bien. Vous avez l'habitude des résultats d'éjection, donc vous savez gérer la tension, oui, n'est-ce pas? Didier Roussel, je me tourne à nouveau vers vous. Quels conseils vous pourriez donner à nos deux finalistes? Pas de conseils particuliers. Toujours travailler pour que le touriste soit content de venir, qu'il ait envie de revenir et qu'il ait envie aussi de faire la publicité pour que d'autres viennent à leur tour. Ouais. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, mais un peu quand même. Avec un cadeau très spécial pour nos deux villages finalistes. Vous savez, il y a une entreprise familiale implantée en Provence qui illumine les villes et les villages depuis près de 50 ans et qui est très heureuse de vous offrir les illuminations de Noël de vos deux villages. Ça, c'est plutôt sympathique. Eh bien voilà, le moment tant attendu est arrivé pour connaître le gagnant de la soirée, celui qui sera élu dans quelques instants village préféré des Français 2024. Bon, déjà, félicitations à vous deux et merci d'avoir fait le déplacement. Collioure, c'est le bout du monde, si je puis dire, quand on est ici à Esquelbecq. C'est l'autre partie de la France. Et un peu moins. Vous êtes un peu moins. Et puis, on reste dans la même région. Eh bien, je vais décacheter cette enveloppe. Ah oui, j'ai carrément enlevé le seau. Le village préféré des Français 2024 est Collioure. Oh, merci. Merci aux Français surtout. C'est eux qui ont voté. Bravo. Bravo, bravo à tous les deux et félicitations à Mers-les-Bains qui n'a franchement pas démérité. Oh, désolé. Non. Merci beaucoup. Alors une réaction quand même, monsieur le maire. Merci à vous déjà. Je suis très fier, très honoré de représenter et la région et le département et le pays catalan. En tout cas, merci beaucoup, je suis très heureux. Pas trop déçu? Non, écoutez... Deuxième, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. On peut être fiers. Et puis, merci à vous tous de mettre en lumière et à l'honneur ce beau patrimoine de France, bien sûr. Eh bien alors, autre tradition, vous le savez, monsieur le maire, tous les ans, nous remettons aux gagnants la plaque du village préféré des Français. La voici. Elle est pour vous. Vous savez où vous allez l'accrocher? Dans un lieu que tout le monde voit. Oui, c'est vu. Je ne sais pas où, mais ça sera bien vu. Donc merci à tous les trois et bravo à tous les trois aussi.
préféré des Français, c'est terminé pour cette année. Merci d'avoir été si nombreux à voter lors de cette 13e édition. Merci aux 14 très beaux villages en compétition et à leurs habitants qui nous ont accueillis si chaleureusement. Merci à la mairie d'Esquelbec et à tous les Esquelbecquoises et les Esquelbecquois pour leur accueil et leur gentillesse. Merci aux membres de l'Harmonie du village qui nous accompagnent pour terminer cette soirée en musique. Si vous pensez que votre village a toutes ses chances pour devenir le futur village préféré des Français, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine édition en envoyant votre candidature à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, candidature@villagepréféré.fr. Au revoir, merci et à l'année prochaine.